et n'aurais jamais cru que ma vie se transformerait en un de ces mauvais drames que j'aurais moi-même zappé dès la première minute. Mais la réalité est là. Je suis assis dans mon studio insonorisé, au milieu des cartons de câbles et de vieux amplis à lampe, je fixe les panneaux acoustiques au mur et j'essaie de comprendre comment 12 années de mon existence ont pu partir en fumée en l'espace de quelques mois. Il faut que je recrache tout ça, sinon je vais devenir fou à force d'entendre les mêmes pensées tourner en boucle dans ma tête, comme une vieille cassette abîmée. Avec ma femme, que nous appellerons Camille, on était ensemble depuis nos 19 ans. On a quitté notre petite ville de province pour s'installer à Lyon. On n'avait rien, juste des rêves beaucoup trop grands et un matelas posé à même le sol dans un studio glacial. On partageait nos paquets de pâtes premier prix, on révisait nos partiels dos à dos, on a cherché nos premiers petits boulots ensemble. J'étais son premier vrai grand amour, et elle le mien. J'ai toujours porté ça en moi comme une fierté silencieuse. J'étais persuadée que notre lien était indestructible, qu'on s'était construit l'un l'autre, fréquence après fréquence. De mon côté, je suis devenue designer sonore. Je me suis spécialisée dans la restauration de vieilles bandes audio analogiques et le bruitage pour des films indépendants. Je me suis monté un petit studio de post-production, un cocon où ça sentait la poussière chaude des circuits imprimés, le café noir et la tranquillité. Camille, elle, avait fait des études d'agronomie urbaine. On avait une vie douce, un rythme à nous. Des soirées sous un plaid à écouter de vieux vinyles qui craquent. Des projets d'acheter une vieille ferme à retaper avec une immense serre. Les amis, je vous coupe une petite seconde. Dites-moi tout de suite dans les commentaires depuis quelle ville ou même quel pays vous écoutez cette vidéo. Ça m'intéresse énormément de voir jusqu'où voyagent mes histoires et de découvrir la géographie de notre communauté. Écrivez ça, je vous laisse faire, et pendant ce temps, je rassemble mes esprits pour reprendre ce récit qui me noue encore la gorge. Tout a commencé à se fissurer quand Camille a été débauchée par une start-up de biotechnologie ultra élitiste spécialisée dans l'agriculture verticale et la nutrition moléculaire. C'était un monde à des années-lumière du nôtre. Des locaux immenses, tout en verre, des investisseurs millionnaires, des laboratoires stériles qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux. J'étais sincèrement heureux pour elle. On a fêté ça avec la seule bouteille de champagne digne de ce nom qu'on avait en réserve. Mais ce nouveau poste exigeait un nouveau visage. Dans sa boîte, il y avait toute une clique de femmes cadres que j'appelais intérieurement le club des cyborgs désabusés. Elles avaient la trentaine bien entamée, sortaient presque toutes de divorces ruineux, vivaient dans des appartements connectés minimalistes, se nourrissaient de substituts de repas hors de prix et regardaient la vie de couple classique comme une maladie honteuse du siècle dernier. Camille, qui avait toujours eu les mains dans la terre, les cheveux en bataille et un rire facile, a commencé à absorber leur philosophie toxique. Au début, c'était juste des réunions qui s'éternisaient, puis des séminaires d'optimisation personnelle, des soirées de networking fermées. Son placard a muté. Fini les robes à fleurs et les pulls en grosses mailles, place aux tailleurs asymétriques gris, blancs, coupés au cordeau. Elle a commencé à porter un parfum de niche, une odeur métallique et froide qui sentait l'ozone et qui me donnait la nausée. Notre intimité s'est éteinte à petit feu. Je rentrais du studio, les oreilles bourdonnantes après des heures de mixage, j'avais juste envie de la serrer contre moi et elle fuyait. Soit elle pianotait frénétiquement sur sa tablette pour répondre à des emails, soit elle tournait le dos en disant que son capital énergétique était épuisé par les exigences de ses collaborateurs. Et puis, le prénom de Maxime a commencé à polluer toutes nos conversations. C'était le PDG visionnaire de la start-up. Un mec de 40 ans, biohacker autoproclamé, qui roulait en voiture électrique hors de prix et qui parlait en concepts abstraits insupportables. Camille buvait ses paroles comme s'il avait inventé l'eau chaude. Maxime pense que, Maxime a validé tel protocole. Maxime a une vision tellement disruptive de l'espace urbain. Un soir, à bout de nerfs, je lui ai demandé pourquoi on passait notre dîner à analyser les pensées d'un gourou en col roulé. Elle a soupiré de manière théâtrale et m'a traité de dinosaure possessif. Quelques jours plus tard, alors qu'on débarrassait la table, elle s'est arrêtée net, m'a regardée comme si j'étais une anomalie dans son système et m'a demandé si je ne pensais pas qu'on s'était enfermé dans une prison évolutive en se mettant en couple si jeune. J'ai répondu que mon monde me convenait parfaitement parce qu'elle y était. Elle a eu un petit rire sec et n'a rien ajouté. L'explosion a eu lieu 1 mois plus tard, un dimanche matin.
Elle était assise en face de moi, raide comme un piquet, et d'une voix neutre, comme si elle lisait un rapport, elle m'a annoncé qu'elle avait besoin d'une phase de détachement, qu'on devait vivre séparément pendant au moins 6 mois, sans contrainte, sans surveillance. Elle a appelé ça une recalibration individuelle. Elle m'a dit qu'elle tenait à moi, que j'étais sa base, mais qu'elle l'étouffait, qu'elle devait trouver sa propre fréquence en dehors de notre duo. Elle jurait en pleurant que ce n'était pour personne d'autre, juste pour son développement personnel. Je l'écoutais et j'entendais le silence de mort qui s'installait dans ma poitrine. Je savais que c'était la fin, mais la terreur viscérale de la perdre m'a poussée à accepter. Je me disais que si je la retenais de force, elle me détesterait à jamais, et que si je la laissais respirer, elle réaliserait peut-être à quel point on était bien ensemble. Elle a loué un appartement ultra moderne dans un quartier huppé, et ma descente aux enfers a commencé. Je voyais sur les réseaux sociaux ses soirées dans des bars à oxygène avec ses collègues froides, ses sourires éclatants sur des photos de gala où ce fameux Maxime n'était jamais bien loin de son épaule. Moi, je n'étais plus qu'un fantôme. Je passais mes nuits enfermée dans mon studio, à nettoyer des pistes audio au casque jusqu'à ce que mes tympans supplient d'arrêter, juste pour ne pas rentrer dans ce silence assourdissant chez nous. Je n'ai pas enfreint les règles, je ne l'ai pas fliqué, mais je sentais physiquement notre histoire pourrir sur pied. 4 mois après le début de ce cauchemar, une cliente est venue au studio. Elle s'appelait Élodie. Elle était archiviste pour une cinémathèque et cherchait quelqu'un pour restaurer la bande-son très abîmée d'un documentaire des années 60. Elle sentait le vieux papier et la vanille. Elle avait des lunettes rondes, un sourire d'une chaleur désarmante et une façon d'écouter qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus fascinante du monde. On a parlé du projet, on a bu un café infect de ma machine, puis deux. Le contact était d'une évidence rare. Pas besoin de posture, pas de mots compliqués. Je l'ai invitée à dîner. Ce qui s'est passé entre nous ensuite a fait l'effet d'un défibrillateur sur mon cœur. Élodie m'a enveloppée d'une attention si pure et si évidente que j'ai réalisé à quel point j'étais en carence depuis des années. Dans l'intimité, elle était vibrante, passionnée, présente. Elle redonnait du sens à mes gestes. Elle m'écoutait parler de fréquences et d'oscillateurs avec des étoiles dans les yeux. Elle me faisait rire à gorge déployée. J'ai retrouvé ma dignité d'homme. Je respirais de nouveau. Et c'est là que la loi de Murphy a frappé de plein fouet. Dès l'instant où j'ai arrêté de checker les connexions de Camille, dès l'instant où mon visage a retrouvé des couleurs, ma femme est soudainement réapparue sur les radars. Elle a commencé à m'envoyer des messages pour de fausses urgences administratives. Puis elle a débarqué au studio avec des jus détox en essayant de recréer notre vieille complicité. Elle a même remis un de ses vieux pulls en laine qu'elle n'avait plus touché depuis des mois. Si elle avait fait ça quelques semaines plus tôt, j'aurais pleuré de soulagement. Mais là, je la regardais faire et je ne voyais qu'une mauvaise actrice en pleine improvisation. Je suis restée de glace. Et elle a fini par exploser. Elle s'est mise à hurler en pleine rue que sa période de recalibration était terminée, qu'elle avait compris son erreur et qu'elle rentrait à la maison. Je lui ai répondu d'un ton monocorde que la maison n'existait plus et que je n'étais pas une roue de secours qu'on utilise après avoir testé le circuit avec son patron. Elle a blêmi, a tout nié en bloc et est partie en courant, en larmes. Mise à jour 1. Sous la pression de nos familles respectives, on a accepté une médiation chez une thérapeute de couple, au moins pour que le divorce se passe sans bain de sang. Dès la première séance, le barrage a cédé. La psy n'y est pas allée par 4 chemins et Camille a craqué. Elle s'est effondrée et a tout avoué. Ses chers collègues lui avaient lavé le cerveau méthodiquement. Elle lui répétait qu'elle gâchait son potentiel avec un technicien de l'ombre sans ambition, qu'elle méritait le sommet de la pyramide. Et évidemment, Maxime avait jeté son dévolu sur elle bien avant notre fameuse pause. Camille a reconnu que l'idée du détachement n'était qu'une manipulation lâche pour coucher ailleurs sans se sentir techniquement coupable. Et le pire, c'est que la frontière physique avait été franchie bien avant qu'elle ne déménage. Ils s'étaient embrassés dans les laboratoires, il avait eu les mains baladeuses et elle avait tout laissé faire. Assise dans ce fauteuil de psy, la voix brisée, elle disait qu'elle avait été aveuglée par la brillance de ce monde. Mais la vraie claque, elle ne l'a pas eue par remords. Elle l'a eue quand les rumeurs lui sont parvenues, quand des connaissances communes lui ont dit que je ne me morfondais pas dans mon coin.
Quand elle m'a aperçue de loin un soir en train de tenir la main d'Élodie en riant aux éclats, elle a fait une attaque de panique. Elle a couru pleurer auprès de ses copines émancipées en disant qu'elle perdait son mari. Et vous savez ce que ces modèles de sororité lui ont répondu? Qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que j'avais juste trouvé une fille banale pour panser mon ego de mal blessé et qu'elle devait passer à autre chose. C'est à cet instant précis que son illusion a volé en éclats. Elle a vu leur cynisme à l'état pur. La psy a soupiré et lui a expliqué que la trahison n'était pas juste charnelle, mais qu'elle avait détruit notre fondation par un mensonge prémédité et soutenu. Moi, je l'écoutais et je ne ressentais qu'une grande fatigue. Je pleurais mes 12 années perdues, mais je n'avais plus une once de pitié pour la femme assise en face de moi. Mise à jour 2. J'ai lancé la machine judiciaire pour le divorce et j'ai commencé à trier nos affaires pour m'installer dans un appartement plus proche de celui d'Élodie. C'est là que le château de cartes de Camille s'est effondré avec un fracas spectaculaire. Lors de notre dernière séance de clôture, je l'ai acculé pour savoir exactement comment son histoire avec son gourou s'était terminée. La réalité était pathétique. Leur liaison secrète a duré à peine 3 mois. Un soir, Camille est restée tard pour boucler un dossier et elle a entendu Maxime au téléphone avec un de ses gros actionnaires. Il parlait d'un brevet d'optimisation racinaire que Camille avait créé de A à Z. Maxime affirmait en être l'unique inventeur. Et quand l'actionnaire a glissé une blague douteuse sur sa relation avec Camille, Maxime a ricané. Il a dit qu'elle n'était qu'une petite jardinière crédule, bonne à flatter pour stimuler l'innovation, mais qu'il ne quitterait jamais sa propre femme, car c'était son beau-père qui finançait tout le laboratoire. En entendant ça, Camille a littéralement vomi dans les toilettes de la direction. Elle a compris qu'elle avait massacré l'unique relation authentique de sa vie pour servir de muse éphémère à un sociopathe narcissique. Mais la justice cosmique a le sens du timing. Une des collègues toxiques de Camille, celle qui l'avait le plus poussée à me quitter, avait aussi des vues sur le fameux Maxime. Quand Camille a démissionné, cette collègue a tenté sa chance. Maxime l'a rejetée violemment. Pour se venger, elle a piraté ses accès cloud et a envoyé l'intégralité de ses dossiers confidentiels à la femme et au beau-père de Maxime. Des preuves de détournement de fonds massifs pour financer sa propre clinique de longévité en Suisse, des photos compromettantes, tout y est passé. Le scandale a été colossal. Le beau-père a coupé les vivres, a viré Maxime du conseil d'administration, les comptes ont été gelés et l'entreprise s'est retrouvée sous le coup d'une enquête pour fraude. Toute cette petite cour de snobs s'est entre-dévorée. Mise à jour 3. C'était hier. Je suis passée une dernière fois à notre ancien appartement pour récupérer mes micros de collection. Camille savait que je venais. J'ai poussé la porte et j'ai cru avoir des hallucinations. Le salon était plongé dans la pénombre, éclairé par des dizaines de bougies. Sur la table basse, nos plats préférés de l'époque étudiante. Et étalés sur le parquet, toutes les photos de nos jeunes années. Nos vacances en camping, nos gueules pleines de boue en train de planter des arbres, nos fous rires. Camille était assise par terre, le visage creusé, les yeux rouges. Elle a rampé vers moi, m'a attrapée par les genoux, suppliant de la pardonner. Elle disait qu'elle était prête à balayer le sol de mon studio tous les jours si je lui donnais une seconde chance. Elle a sorti son téléphone pour me montrer les messages de Maxime, qui l'a supplié maintenant de témoigner en sa faveur au tribunal. Elle me criait qu'elle avait compris le prix de la véritable loyauté. J'ai pris ses poignets et j'ai doucement dégagé ses mains de mes jambes. Je lui ai demandé d'arrêter cette mise en scène macabre. Et là, son visage a vrillé. Une haine absolue, née du désespoir et d'une jalousie maladive, a pris le dessus. Elle a hurlé à s'en déchirer les cordes vocales. Elle me demandait ce que cette fille de la cinémathèque avait de plus qu'elle. Ce qu'elle pouvait bien m'offrir que ma propre femme, qui m'avait donné sa jeunesse, ne pouvait pas égaler. Je l'ai regardée, entourée de ces photos qui ne me faisaient plus rien, dans cette pièce qui sentait la cire chaude et le gâchis. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai répondu d'une voix très calme. Elle m'offre la certitude que je ne me prendrai pas un coup de couteau dans le dos pendant que j'ai le dos tourné. Tu as balancé de l'acide sur nos racines, Camille. La terre est morte. Il ne poussera plus jamais rien ici. J'ai ramassé la boîte avec mes micros, j'ai enjambé une photo de nous deux à 20 ans, et je suis sortie en fermant doucement la porte. Dans l'ascenseur, j'ai supprimé son contact
et je l'ai bloqué sur tous les réseaux possibles. Je n'ai plus un seul mot à gaspiller pour cette personne. Voilà les amis, une histoire épuisante, brutale, qui prouve à quel point il est facile de tout détruire en courant après des mirages en plastique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment changer après avoir posé un tel acte de trahison? Ou est-ce que le vase brisé finit toujours par fuir? Est-ce que le narrateur a eu raison de couper les ponts d'un coup sec? Ou 12 ans d'histoire méritaient une tentative de reconstruction? J'ai vraiment hâte de lire vos avis tranchés dans les commentaires et de débattre avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces tranches de vie incroyables. À très vite pour la prochaine histoire.